Salut Direct Cuir et je suis hyper contente de vous retrouver comme d'habitude, surtout qu'aujourd'hui on s'attaque à un pays avec une histoire multimillénaire. On part en Chine. On part dans la Chine de la dynastie des Qin, ou Qing, ou encore Qing, la dernière dynastie de l'Empire chinois. Et on va s'intéresser à deux femmes, mais que tout opposé, vraiment. Elles étaient même antagonistes d'ailleurs. Mais elles avaient quand même pour point commun d'être sorties des rôles qu'on assignait normalement aux femmes chinoises et d'avoir vu des vies exceptionnelles, tragiques, mais exceptionnelles. Donc ne perdons pas de temps et dès maintenant, intéressons-nous aux vies extraordinaires de l'impératrice conservatrice Cixi et de la révolutionnaire féministe Qiu Jin. Comme d'habitude, parlons du cadre spatio-temporel, toujours utile, surtout quand on parle d'un pays étranger. La dynastie Qin, celle qui nous intéresse, c'est de 1644 à 1912-1644, c'est la chute de la dynastie Ming. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo sur Qin Longniu et les vraies Mulan, Qin Longniu c'était une générale chinoise, justement la vidéo se passe à la chute des Ming, genre pendant les invasions Qin. 1912, c'est la fin de l'Empire, et le début de la République chinoise. Alors, les Qin, les Qin, ce ne sont pas des Chinois, c'est important de le dire. C'est à la base un peuple, les Jurchen, donc qui vivaient dans le sud-est de la Russie, le nord-est de la Chine. Ils vont se rebaptiser ensuite Mandchou. Et la dynastie Qin, c'est vraiment l'expansion, c'est l'apogée territoriale de la Chine. L'empire n'a jamais été aussi grand. Et c'est vrai que c'est une dynastie assez ambiguë puisque encore il y a eu des souverains magnifiques comme Qianlong. Et en même temps, c'est le temps de la décadence, de la chute. On va le voir, les derniers empereurs Qin, ils étaient pas très reluisants, c'était pas des bêtes de concours. Il y a eu des catastrophes naturelles, il y a eu des famines, il y a eu l'arrivée des étrangers, la Chine qui manque totalement le tournant de la modernité, contrairement au Japon, et qui se fait dépecer par les autres pays occidentaux plus Japon. Donc là, on commence notre récit dans les années 1850. Déjà, la situation se complique. On est loin de l'âge d'or. Alors, Cixi, ou Sissi, comme on l'entend souvent en français, c'est l'histoire d'un braquage. Jamais elle n'aurait dû être l'impératrice que l'on connaît. Alors, Cixi, qui pour le moment s'appelle encore Yenoala, vient d'une famille mandchoue de la petite noblesse. Donc à la fin de l'adolescence, elle est choisie pour intégrer le harem de l'empereur Xianfen. En effet, les Mandchous, ils s'épousaient entre eux. Alors par contre, c'est vrai que sa famille n'est pas hyper prestigieuse, donc c'est vraiment une concubine de dernier rang. J'ai vu qu'elle était 5e rang, 6e rang, donc c'est pas terrible. Et c'est vrai que Yenoala, elle est pas particulièrement belle, mais Yenoala, elle a mieux quand même. Elle a un cerveau, elle a une soif de s'en sortir, et on la comprend, parce que franchement, être une concubine de dernier rang, c'était horrible. Elle vivait pas dans le luxe, elle vivait dans une sorte de dortoir, où les filles étaient amassées pratiquement les unes sur les autres, et on s'ennuyait de toute façon dans le harem. Même quand on était une concubine de rang supérieur, il n'y avait pas grand-chose à faire. Pourtant, au début, les femmes mandchous, elles étaient très solides, vous voyez, on leur faisait faire des exercices de plein air, elles tiraient à l'arc, elles montaient à cheval. D'ailleurs, du temps des Jurchen, j'ai lu ça. Je sais pas si c'était le cas dans toutes les familles, mais les jeunes filles n'étaient pas tenues à la chasteté. Elles pouvaient fréquenter des garçons, et c'est juste après leur mariage que là, effectivement, elles devaient rester fidèles. Mais pour vous dire que, de base, la femme mandchoue, elle est beaucoup plus libre. Et vous voyez, le temps passant, les mandchous vont un peu se siniser, et c'est vrai que là, au 19e siècle, c'était vraiment l'enfer d'être une concubine. Elles tournaient en rond, alors elles avaient un peu de lecture, elles se baladent dans les jardins, elles élevaient des petits chiens ou des grillons, mais voilà, quoi. Faut pas s'étonner si après, il y a des complots, des rumeurs et tout ça. En fait, c'est comme si c'était une bande d'adolescentes en huis clos, un peu comme dans une villa là, de télé-réalité. Forcément, il y a des drames. Donc, Yenoala, ses perspectives, elles sont pas terribles. Mais vous allez voir, elle va réussir à bien s'entourer. Mais laissons un petit peu Yenoala dans sa prison dorée. Là, passons dans un tout autre univers. Intéressons-nous à Qiu Jin. Alors,
Chujin est plus jeune que Yeonala, hein, puisque là on passe vers 1875. Donc Chujin, c'est une chinoise, elle naît dans une famille de hauts fonctionnaires. Elle a dû naître dans une famille assez progressiste, puisqu'elle va pouvoir avoir une excellente éducation. Elle va notamment se passionner pour la littérature, pour l'écriture. C'était aussi une femme très sportive et très active. D'ailleurs, elle n'avait pas les pieds bandés. Alors, petite parenthèse quand même, pieds bandés, parce que c'est intéressant. Donc, c'était une coutume qui ne concernait que les femmes chinoises. Donc, les Mandchous, elles, comme Yeonala, n'avaient pas les pieds bandés. Et c'était horrible. C'était ancien, hein, ça datait du Xe siècle. En fait, au début, c'était que les nobles, mais là, au XIXe, ça s'était aussi répandu dans la bourgeoisie. Vous savez, dès la prime jeunesse, on bandait les pieds des femmes pour qu'ils ne grandissent pas, et pire, pour qu'ils se retournent et que les doigts se nécrosent. Et vous savez quelle était la taille idéale pour le pied d'une chinoise ? 7 cm. Autant dire que ces femmes ne pouvaient plus marcher. Alors déjà, c'était douloureux, il y avait des infections, donc beaucoup mouraient en fait à cause de la gangrène et d'autres infections, septicémie, tout ce que vous voulez. Une femme avec les pieds bandés ne pouvait pas marcher plus de 10 mètres. Et c'est ça qui était considéré comme prestigieux, parce qu'on partait du principe qu'une femme qui n'a pas besoin de marcher, c'est une femme riche et prestigieuse, quoi. Bon, déjà, les chrétiens voyaient ça d'un mauvais œil, et Dieu seul sait qu'ils ont commencé à progresser au 19e. La République chinoise va l'interdire, mais c'est vraiment sous le Parti communiste que là, on va traquer, en fait, les gens avec les parents qui bandaient les pieds de leurs enfants, mais du coup, jusque dans les années 80, on pouvait voir en Chine des vieilles femmes avec des pieds bandés, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et donc, Chujin, elle n'avait pas les pieds bandés. Donc, c'est quand même venue d'une famille un petit peu progressiste avec des limites, puisque à l'âge de 20 ans, on va la marier de force. Alors, 87% des femmes chinoises de 13 à 19 ans étaient mariées quand même. Mais voilà, c'est un mariage forcé. Donc, elle va suivre son époux à Pékin, elle va devenir mère de famille, elle va avoir 2 enfants, mais elle est déprimée, quoi. Elle est en colère, elle déteste cette vie. Elle déteste cette vie d'épouse, de mère qu'elle n'a pas choisie. Et donc celle qui était devenue poète. On voit beaucoup de colère, beaucoup de force dans ses écrits. Elle dénonce la condition des femmes et vraiment, elle en peut plus. Mais elle encore, elle va prendre son destin en main comme ceci. Bon, retour à Yeonala. Yeonala, elle ne veut pas rester enfermée dans ce mouroir qu'est le harem. Et donc, du coup, elle va vite comprendre que pour progresser dans le palais, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et les bonnes personnes, ce sont les eunuques, hein, les hommes castrés qui géraient la vie au sein du palais, de la cité interdite. Et elle va réussir à devenir amie, à soudoyer les bonnes personnes, les bons eunuques, et notamment l'eunuque en charge de sélectionner les concubines, donc pour l'empereur. Et donc c'est comme ça qu'elle va aller à la rencontre de Xian Fen. Alors Xian Fen, on sentait déjà la dégénération de la race un petit peu, dans le sens où c'était un empereur très effacé, très fragile. Elle a eu une chance insolente. Elle va réussir à tomber enceinte. Et mieux encore, elle va donner à Xian Fen un fils. Je vous ai dit, Xian Fen, il était fragile, il va mourir. Et là, Yeonala, elle va être très intelligente. En fait, bien sûr, elle avait des opposants parce que des gens ont très vite capté en fait que Yeonala, c'était pas, contrairement à l'impératrice, la première épouse de Xian Fen, Xian, une femme effacée et manipulable. Et donc forcément, elle va devoir faire face à des complots. Donc elle va traquer ses opposants, elle va les faire exécuter et elle va manigancer pour mettre ses proches donc comme régent. Elle va se proclamer impératrice du palais d'Occident. Et de facto, même si officiellement c'est pas elle qui dirigeait la Chine et assumait la régence officielle, de facto c'est elle qui prenait les grandes décisions. Et donc dès lors, elle ne sera plus Dame Yeonala, elle va s'appeler Ceci. Et ça va durer comme ça pendant des années, même une fois la majorité de l'empereur Tongse, donc son fils. En fait, quand Tongse avait ses audiences, il y avait un rideau opaque derrière lui. Et Ceci se tenait derrière. Donc en fait, elle écoutait tout ce qui se disait et après, en privé, elle allait dire à son fils quoi faire. Ou enfin, parfois, elle court-circuitait son fils et elle allait directement parler elle-même au ministre. Et il faut dire que ça arrangeait bien Tongse parce qu'en fait, Tongse... alors, est-ce que c'est aussi le fait qu'il ait quand même eu une véritable matrone comme mère, une mère très castratrice? Mais en fait, c'était un homme très faible qui préférait passer ses nuits en fait à faire le tour des bordels que d'être souverain.
Et il va mourir très jeune. Il va tomber malade. Alors on pense peut-être la syphilis ou une autre maladie, une autre IST ou MST. Bon, alors là encore, Cixi va devoir agir. Malheureusement, Tongzhou était mort sans héritier. Du coup, Cixi va devoir aller chercher son neveu, donc qui était le fils de sa sœur et d'un prince impérial, et du coup va aller le mettre sur le trône. Elle va être de facto la régente, sauf que Cixi a commencé déjà à se faire vieille là, et malheureusement, elle n'était pas prête pour ce qui allait toucher la Chine. Mais revenons à Zhu Jin. Donc Zhu Jin là, qui vit son quotidien de desperate housewife, elle en a marre. Et elle abandonne mari et enfant pour aller au Japon. Et là, au Japon, elle va vraiment vivre la vie qu'elle voulait. Elle va se former aux arts martiaux, mais intellectuellement aussi, elle va fréquenter l'intelligentsia, enfin des expatriés chinois, justement des républicains, des anti-mandchous. Elle va être une poétesse très prolifique. Là encore, son sujet de prédilection, c'est le droit des femmes. Elle s'insurge que les femmes en Chine soient encore traitées comme du bétail. Et elle va rejoindre plusieurs sociétés secrètes qui justement s'activaient à affaiblir le pouvoir mandchou, donc le pouvoir de Cixi. Donc elle va revenir en Chine et elle va devenir enseignante dans une des premières écoles pour filles du pays. Mais elle va continuer quand même ses activités d'espionne, d'opposante politique en parallèle. Et puis surtout, Zhu Jin, vraiment, elle avait une revanche à prendre comme la vie. Franchement, elle s'en foutait des apparences. Dites-vous qu'elle se baladait habillée en homme dans la rue. Elle portait même une épée. Elle voulait vivre comme elle l'entendait. Et elle était en mode fuck la société, quoi. Totalement. Elle va même essayer justement de fédérer toutes les sociétés secrètes anti-Tsin. Parce qu'il y avait beaucoup d'opposants en fait, mais ils étaient morcelés et elle, un peu comme Jean Moulin, vous voyez, elle va vraiment essayer de les fédérer. Vous vous en doutez, on peut pas provoquer comme ça un empire, même un empire à l'agonie, sans avoir des retours de bâton. Bon, en tout cas, du côté de la cité interdite, c'est compliqué. C'est compliqué pour ceux-ci, il n'y a rien qui va, donc des catastrophes naturelles dans le sud du pays qui était le grenier à riz en fait, des épidémies, plusieurs seigneurs de guerre qui sentant le régime s'effondrer font des rébellions. Il y a de plus en plus de missionnaires chrétiens qui essayent de saper du coup la société chinoise en fait, et notamment le culte de l'empereur. Il y a les occidentaux qui sont de plus en plus présents, qui essayent d'arracher des concessions. Les Français, nous, je crois qu'on était à Shanghai. Les Américains, les Anglais, les Japonais aussi, parce que les Japonais, ils avaient très bien compris avec l'ère Meiji là qu'il fallait s'allier avec les Occidentaux. Donc tout ce petit monde commence à prendre, vous voyez, des comptoirs commerciaux et des zones franches sur le territoire de la Chine. Et ça ne plaît pas du tout à Cixi. Cixi, c'est simple, parce que c'était une conservatrice. Elle voulait que rien ne bouge. Du coup, il va y avoir quelques accrochages avec Guangxu, donc le jeune empereur, qui lui pour le coup, il était assez moderne. Il va notamment lancer les 100 jours, donc c'est pendant 100 jours une vague de réformes pour justement essayer de moderniser la Chine et d'entrer en contact avec les Européens. Donc là, les 100 jours, c'est en 1898. Et la principale erreur de Cixi, c'est justement d'avoir totalement flingué ses velléités de réforme. Elle va écarter Guangxu du pouvoir et elle va détricoter toutes ses réformes. Donc en 1898 et en 1900, elle va soutenir publiquement les Boxers. Les Boxers, c'était un mouvement réactionnaire anti-occidentaux et ils vont commettre des attentats contre des Chinois chrétiens, contre des missionnaires, contre des diplomates européens, jusqu'à ce qu'on arrive au siège de Pékin. Donc en fait, à Pékin, il y avait toutes les légations, donc les ambassades étrangères, et les Boxers et leurs alliés vont prendre d'assaut et assiéger justement le quartier des légations. Donc il va y avoir, ça va être un siège en fait, et ils vont même tuer, je crois, l'ambassadeur allemand, et il va y avoir comme ça plusieurs milliers de Chinois chrétiens et d'occidentaux qui vont être prisonniers pendant une 50aine de jours. Alors bien sûr, les Occidentaux vont se venger. Il y a des Américains et des Britanniques, des soldats qui vont arriver et qui du coup vont réprimer les Boxers. Ils vont imposer des très
de paix très très humiliant à la Chine, hein, où la Chine va devoir verser en compensation énormément d'argent à ces pays. Là, ils vont prendre vraiment beaucoup de territoire également à la Chine. Donc ouais, d'ailleurs Cixi qui avait soutenu cet épisode, elle va devoir s'enfuir. Hein. Elle et sa cour vont devoir s'enfuir à Xi'an. Vous savez, c'est là où il y a l'armée de terre cuite. Donc je vous dis pas l'humiliation suprême. En plus, son palais d'été, elle l'adorait. Il a été brûlé et saccagé. Enfin. En plus, pour couronner le tout, Guan Shu va mourir sans héritier en 1908. Donc il faut encore trouver un autre héritier. Donc du coup, elle va aller chercher un petit enfant de 2 ans. Are you afraid of me? Everyone is. I am the Grand Empress Dowager, and I have lived here for a long, long time. C'est le fameux Puyi. Je sais pas si vous avez vu le dernier empereur, mais ce film, il est magistral, faut le regarder. Qui retrace justement l'histoire de ce dernier empereur de Chine, ce petit Puyi. Et quand même, ce qui est triste, pour vous dire à quel point Cixi, elle devait être effondrée, c'est qu'en fait, elle va mourir le lendemain de la mort de Guan Shu. Elle aura juste le temps, effectivement, d'aller chercher Puyi en catastrophe. Faut dire, la pauvre, c'était une femme qui était déjà âgée, du moins pour les critères de l'époque. Elle avait perdu son fils. Et elle se savait responsable en fait de la chute de son empire. Je pense aussi la fuite de la Xi'an, ça avait fini de l'achever. Mais vous imaginez le poids de la responsabilité. Je pense que c'est juste qu'en fait elle avait voulu bien faire. Déjà elle n'avait pas préparé au pouvoir. Elle, le pouvoir, elle l'a assumé un petit peu aussi. Il n'y avait pas trop de choix. Hein. Vous avez vu la gueule des derniers empereurs. Ils étaient tous faibles, ils étaient tous malades, ils étaient presque tous débauchés. Enfin à un moment, fallait que quelqu'un de fort prenne le pouvoir et surtout quelqu'un qui avait à cœur la grandeur du pays. Écoutez, elle a essayé, l'enfer est pavé de bonne intention. C'est triste de savoir quand même, elle est morte le cœur brisé, littéralement. Bon, et malheureusement, les choses ne sont guère mieux pour Qiu Jin. Donc Qiu Jin, elle a été dénoncée. Ça s'est su qu'elle était en train de mettre sur place un mouvement insurrectionnel. Et elle va être arrêtée en juillet 1907. Je voulais pas préciser, mais du coup, Cixi, elle était morte en 1908. Donc on voit en fait que ces femmes, dans des camps opposés, elles ont lutté chacune à leur façon, mais au même moment, bien sûr pour des idéaux totalement contraires. Hein. Elle va être arrêtée. Elle va être torturée pour qu'elle dénonce ses complices. Mais comme Jean Moulin, elle va rien lâcher. Donc elle va se faire exécuter. Elle va avoir la tête tranchée. Et encore, Cixi, elle n'était pas du tout aimée dans l'histoire de la Chine. Encore Qiu Jin, même si on la connaît pas, nous, trop en Europe, elle est vraiment très très populaire en Chine. Forcément, la République, puis surtout le PCC, le Parti communiste chinois, va en faire une héroïne. Et malheureusement, on a très peu de poèmes qui nous sont parvenus. Alors, en Chine, les quelques bribes de poèmes qui sont parvenus sont aussi dans les écoles et tout, ils sont assez célèbres, mais on a conservé même pas 5% de son travail. Donc c'est dommage parce que je pense qu'on peut pas imaginer à quel point elle s'était dédiée à son œuvre et c'était une autrice prolifique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, l'histoire de la Chine, j'aime beaucoup, je l'avais déjà répété, mais j'ai eu la chance de vivre 1 an à Shanghai. Et j'ai pu notamment visiter la cité interdite et aller dans le palais d'été, celui qui a été saccagé. Alors, ils ont essayé de rénover, mais c'est vrai que malheureusement, les plus beaux bâtiments ont été brûlés. Mais c'est toujours intéressant, énormément de choses à dire sur l'histoire de la Chine, énormément de grandes femmes. Et j'espère que vous aussi, vous aurez apprécié ça. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, surtout si vous l'avez appréciée, parce que du coup, ça me permet de voir, vous voyez, si les vidéos sont intéressantes ou pas, éventuellement en refaire sur ce modèle. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt. Vous avez vu, là, je suis de retour à Paris. Quand j'ai ce décor, c'est que je suis chez moi à Paris. Ça y est, je continue ma recherche d'emploi. Mais je m'ennuie pas, vous inquiétez pas pour moi, ça y est, je l'ai dit aussi, je suis devenue secouriste bénévole. Et du coup, comme j'ai du temps, je tourne bien, j'arrive à faire 2-3 missions par semaine et j'adore, vraiment. D'ailleurs, si vous avez des questions sur ce sujet, si ça vous intéresse et tout, n'hésitez pas. Je pourrais vous présenter et tout, comment on devient secouriste. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de médecine pour le devenir. Je serais contente de répondre à vos questions. Je vais voir si je me motive pas non plus à remettre mon adresse mail, parce que j'ai une adresse mail, mais j'arrête pas de perdre le mot de passe, en fait. Et là, je me dis, non, il me faut une vraie adresse mail avec un vrai mot de passe, comme ça, au besoin, on peut communiquer. Et voilà. Écoutez, je vous dis à très 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 bientôt. Salut!